Les économistes auraient dû s'en douter. En 1980, sous l'égide de Deng Xiaoping, le nouveau dirigeant suprême de la République populaire de Chine, une petite ville frontalière de Hong Kong s'est vue octroyer des privilèges économiques spéciaux pour commercer avec le monde capitaliste. À cette époque, avec ses quelques 330 000 habitants, cette ville paraissait minuscule aux yeux de la Chine, un pays qui venait de franchir le cap historique du milliard d'habitants. Pourtant, en l'espace de 40 ans, Shenzhen, autrefois modeste, s'est métamorphosée en une des métropoles économiques les plus influentes du monde. En 2018, son PIB a même surpassé celui de Hong Kong, pourtant reconnu comme un centre commercial mondial depuis des siècles. Aujourd'hui, Shenzhen figure parmi les 8 plus grandes villes du monde en termes de population, un changement radical par rapport à la ville de taille moyenne qu'elle était il y a 4 décennies. L'ascension de Shenzhen n'est pas un cas isolé en Chine, le pays abrite des centaines de villes devenues de véritables puissances économiques. Les réformes initiées dans certaines régions se sont progressivement étendues à l'ensemble du territoire. Cette période de développement a été extrêmement bénéfique, tant pour la Chine que pour le monde entier. Elle a permis à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté et a rendu de nombreux biens de consommation courants plus abordables. Cependant, cette croissance n'a pas été sans problème, tant sur le plan national qu'international. Le plus grand défi est peut-être l'attente irréaliste d'une croissance économique perpétuelle. La Chine a connu une expansion économique sans précédent et de nombreux systèmes sociaux, politiques et économiques se sont adaptés à cette croissance continue. Malheureusement, cette dépendance a conduit à privilégier des stimulations économiques à court terme au détriment de la stabilité à long terme. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, le long terme semble avoir pris un tournant inattendu. Alors, pourquoi cette situation est-elle problématique pour la Chine ? Pourquoi des taux de croissance qui seraient exceptionnels dans toute autre économie posent-ils un problème en Chine ? Pourquoi la baisse des prix inquiète-t-elle tant les économistes quant à la santé économique du pays ? Comment un pays avec une dette nationale relativement faible peut-il faire face à une crise de la dette ? Et peut-être le plus important, cette situation est-elle différente des nombreuses autres fois où on a prédit l'effondrement de la deuxième économie mondiale ? Avant de plonger dans les problèmes économiques actuels de la Chine, il est important de noter que le pays est au cœur de certaines tensions internationales, que ce soit en raison de ses relations tendues avec des puissances économiques majeures, de questions relatives aux droits de l'homme, ou simplement parce qu'il remet en question le statu quo mondial du siècle dernier, dominé par les États-Unis. Pour ces raisons et bien d'autres, il est compréhensible que l'idée d'un effondrement imminent en Chine suscite de l'intérêt. Cependant, le désir de voir une telle situation se produire ne le rend pas vrai pour autant. Il y a un peu plus d'1 an, nous avons réalisé une vidéo entière pour expliquer pourquoi la Chine n'était pas sur le point de s'effondrer. Mais depuis, certaines choses ont changé. Le pays a rouvert ses portes après avoir imposé certaines des mesures de confinement les plus strictes et les plus longues au monde en raison de la pandémie mondiale. Le nombre officiel de cas dans le pays a été maintenu, du moins en théorie, grâce à des mesures extrêmes contrôlant les déplacements des citoyens pour le travail, les achats, les voyages, la création d'entreprises ou toute autre activité économique. Après la levée de ces restrictions, il y a environ 1 an, on espérait une reprise économique, car les gens sortiraient pour tout faire ce qu'ils n'avaient pas pu faire lorsqu'ils étaient confinés pendant la majeure partie des 3 dernières années. Ce phénomène s'est effectivement produit, mais il n'a pas été aussi intense que les économistes et le gouvernement l'avaient prédit. Le pays est passé d'un taux de croissance annuel à 2 chiffres avant la pandémie à environ 5% aujourd'hui. En d'autres termes, l'économie chinoise produit aujourd'hui 5% de biens et de services en plus qu'il y a 12 mois. De nombreux médias, et même certains économistes, y voient un signe annonciateur de la fin pour la Chine, sans vraiment expliquer pourquoi. Certes, 5% c'est peu comparé aux normes chinoises, mais cela suit une tendance à la baisse de la croissance observée depuis plus d'1 décennie. Mais ce taux serait exceptionnel dans la plupart des pays, y compris pour la deuxième plus grande économie du monde. Les économies occidentales avancées peinent à atteindre un taux de croissance annuel de 2 à 3%, soit la moitié de celui de la Chine, et beaucoup n'y parviennent même pas. Alors pourquoi des taux de croissance qui seraient un miracle en Occident sont-ils considérés comme une crise en Chine ? Tout est une question d'attente. Si une personne gagne 50 000 $ par an, mais qu'elle a planifié son budget à long terme en s'attendant à une augmentation de salaire de 10% chaque année, elle pourrait avoir contracté un prêt hypothécaire plus important qu'elle ne l'aurait dû. Avoir eu un enfant supplémentaire en pensant que son revenu augmenterait suffisamment pour couvrir ses dépenses, et de manière générale avoir ajusté sa stratégie de dépenses.
d'épargne et d'investissement en se basant sur l'hypothèse d'une forte croissance dans sa carrière. Le PIB est une mesure temporelle. Il se réinitialise effectivement chaque année, tout comme la somme d'argent qu'une personne gagne chaque année. Mais ils contribuent tous deux directement à la recherche nationale ou individuelle et au niveau d'endettement au fil du temps. Un PIB ou un revenu plus élevé signifie, toute chose égale par ailleurs, qu'un pays ou un individu peut rembourser ses dettes ou accumuler des actifs plus rapidement. Et c'est la raison pour laquelle on parle autant de la dette par rapport au PIB en économie que de la dette par rapport aux revenus dans la finance classique. Cela devient particulièrement important si l'on considère que les taux de croissance sont composés. Sur 10 ans, une économie avec un PIB de base de presque 1000 milliards de dollars aura un PIB de 1650 milliards de dollars avec un taux de croissance de 5%, et un PIB de 2710 milliards de dollars avec un taux de croissance de 10%. De nombreux investissements majeurs réalisés par le gouvernement à tous les échelons, du national au local, ainsi que par les entreprises du pays, et de manière cruciale par les ménages eux-mêmes, étaient tous fondés sur l'idée que l'économie continuerait de croître comme elle l'avait fait entre 1980 et 2010. Les observateurs ont souvent rallié des phénomènes tels que celui des villes fantômes, où d'entières cités ont été construites en périphérie de grands centres existants, capables d'accueillir des millions de personnes, mais qui sont restées largement inoccupées pendant des années. D'autres commentateurs se sont empressés de défendre cette pratique, citant des exemples où ces villes fantômes ont finalement été pleinement peuplées. La réalité, comme souvent, se trouve quelque part entre ces deux extrêmes. Ces projets de développement ont nécessité des investissements des gouvernements pour les infrastructures, des entreprises pour la construction, des bâtiments et des services, et des individus pour investir dans des appartements de ville encore inhabités. Avec la croissance rapide du pays, on s'attendait à ce que ces zones soient progressivement peuplées par des personnes déménageant vers ces nouveaux centres, et la vitesse à laquelle cela se produisait justifiait, semble-t-il, une planification anticipée. Dans ce contexte de planification économique, toute baisse de croissance, même si elle reste forte selon les standards occidentaux, peut faire la différence entre une ville qui se remplit ou une qui reste désespérément vide jusqu'à ce que les parties prenantes du projet se retrouvent à court de fonds. C'est là le premier point sur lequel les économistes auraient dû être plus perspicaces. Le fait que les taux de migration interne du pays vers les grandes villes ralentissent depuis des décennies et que pour la première fois dans l'histoire enregistrée hors période de guerre, la population de la Chine diminue. Cela indique que la construction incessante dans l'attente d'une croissance future ne pouvait pas durer indéfiniment. L'immobilier est devenu le secteur le plus évident et le plus problématique où ce type d'attente d'une forte croissance future a encouragé l'imprudence optimiste à tous les niveaux de l'économie. Et ce n'est pas le seul. Tout, du développement des infrastructures aux accords commerciaux en passant par les projets internationaux de grande envergure, tels que l'initiative La ceinture et la route, a été conçu dans l'espoir que l'économie chinoise se développerait rapidement sur des marchés qu'elle n'est pas encore assez grande pour exploiter pleinement. Une planification excessivement optimiste est une chose, mais elle ne constitue pas une crise en soi. Elle pourrait l'être si l'on considère la seule chose qui continue à croître rapidement en Chine, la dette. La Chine a toujours eu la réputation d'être un épargnant prudent au niveau national et individuel. Le pays possède les plus grandes réserves de devises étrangères du monde, mais son endettement augmente rapidement. Le ratio dette nationale PIB de la Chine est d'environ 77%, ce qui représente une augmentation significative au cours des dernières décennies, mais reste parfaitement sain. En comparaison, les États-Unis ont un ratio dette PIB d'environ 122%, ce qui est élevé mais ne constitue pas une source d'inquiétude majeure. Le problème avec la Chine, c'est que ce n'est pas tout, et que le pays est tombé intentionnellement ou non dans une situation où aucune de ces mesures de la dette ne semble trop inquiétante individuellement, mais où collectivement, elle raconte une histoire très sombre. La dette nationale ne mesure que la dette contractée par le gouvernement national à laquelle s'ajoute la dette des gouvernements provinciaux, qui est plus préoccupante car les provinces chinoises n'ont pas le pouvoir d'imprimer de la monnaie et peuvent donc devenir insolvables. Il est difficile de connaître la valeur exacte de la dette provinciale, car les différentes régions déclarent leurs emprunts de manière différente. Certaines ne les déclarent à personne d'autre qu'au gouvernement central, et bien sûr les statistiques économiques potentiellement embarrassantes en Chine sont souvent mal déclarées de toute façon. Une remarque rapide mais très amusante est que plusieurs histoires de gouvernements provinciaux peignant leur gazon en vert, mettant en place des infrastructures complètement fausses, comme des égouts qui ne mènent nulle part, et collant des pierres sur des barres d'armature pour faire croire à des fleurs dans un champ ont été rapportés avant les visites de fonctionnaires du gouvernement central. Bien sûr, il s'agit de rapports individuels, mais s'ils sont prêts à faire autant d'efforts et de dégâts juste pour garder la face lorsque les fonctionnaires de haut niveau viennent en ville, il n'est pas exclu qu'ils massent également leurs chiffres financiers. Quoi qu'il en soit,
Les meilleures estimations de Goldman Sachs évaluent la dette provinciale totale de la Chine à un équivalent de plus de 23 000 milliards de dollars, soit 150% de la production économique totale du pays, en plus des 77% du gouvernement national. Ces emprunts provinciaux étaient principalement destinés à financer de grands projets d'infrastructure dans l'espoir que l'industrie du pays se développerait pour les remplir, comme nous l'avons dit plus haut. Les grandes villes du pays devenaient très riches en devenant des centres industriels et les autres régions ne voulaient pas être laissées pour compte. La principale source de revenus pour ces administrations municipales est la vente de terrains appartenant à l'État à des promoteurs sur la base de baux de 70 à 99 ans. Mais elles ne peuvent vendre ces terrains que si les gens sont prêts à y acheter des biens immobiliers, et les gens n'étaient prêts à acheter des biens immobiliers que si l'administration locale investissait dans de grands projets. Si les estimations sont correctes, la dette combinée des gouvernements provinciaux et nationaux représenterait plus de 200% du PIB du pays, et c'est là que la sonnette d'alarme commence à retentir. Pour être juste, les différents États des États-Unis que nous avons utilisés comme point de comparaison ont également leur propre dette, et collectivement, elles s'élèvent à 3,3 trillions de dollars d'emprunts totaux. Ce qui reste un montant important, mais une toute petite fraction des emprunts des gouvernements provinciaux en Chine, qui reste globalement une économie plus petite en termes nominaux. Mais le problème de la dette ne s'arrête pas là. Loin de là. Une grande partie des emprunts destinés à financer les initiatives gouvernementales en Chine ne sont pas contractés directement par le gouvernement, mais par l'intermédiaire de milliers d'entreprises d'État. Les grandes entreprises d'État ont été les principaux moteurs de grands projets dont les résultats ont été loin d'être extraordinaires, tant à l'intérieur du pays qu'à l'échelle internationale. L'initiative La Ceinture et la Route en particulier, qui était le grand plan de la Chine pour financer le développement des infrastructures dans les économies émergentes afin d'établir des partenariats commerciaux et d'étendre son influence, a été principalement financée et réalisée par des entreprises publiques telles que la China Construction Bank, la China National Petroleum Corporation et la China State Construction Engineering Corporation. L'initiative n'a pas été un succès retentissant et elle a donné lieu à de nombreux prêts qui ont eu peu de chances d'être remboursés. Elle est en train de transformer la Chine en un collecteur de dettes mondiale. Ce qui va à l'encontre de l'objectif initial du plan qui était de rallier les pays en développement du monde entier à la Chine. Aujourd'hui, ce plan est plus ou moins abandonné car aucun projet d'envergure n'est plus mis en avant. Sur le plan intérieur, la situation n'est guère meilleure pour de nombreuses entreprises publiques chinoises, dont beaucoup sont de simples promoteurs immobiliers qui aident les gouvernements régionaux à construire des villes. Bien entendu, ce secteur est en proie à des problèmes depuis l'effondrement spectaculaire d'Evergrande, qui n'était pas une entreprise publique, mais qui a entraîné dans sa chute un grand nombre d'autres promoteurs. En outre, des entreprises comme la China Railway Corporation ont également surinvesti dans des infrastructures en tablant sur une croissance future et se sont endettés à un point qui ne serait gérable que si l'activité économique du pays continuait à croître très rapidement. Les entreprises publiques chinoises ont des dettes totales de plus de 15,6 billions de dollars, ce qui porte le total à 52,3 billions de dollars, soit environ 300% du PIB du pays. Tout cela sans tenir compte du groupe endetté peut-être le plus important, les ménages ordinaires, qui ont également emprunté massivement, principalement pour investir dans l'immobilier qui, dans les grandes villes, était l'un des plus inabordables au monde. Une fois de plus, les gens ont cru au rêve de voir des villes comme Shenzhen passer d'un glorieux village de pêcheurs à l'un des centres mondiaux du commerce au cours de leur vie. En supposant que la croissance économique se poursuive, cette réussite pourrait se répéter dans des centaines d'autres villes du pays, et dans de nombreux cas, ce fut le cas. Les membres d'une famille qui mettent en commun les économies de toute une vie pour acheter un appartement délabré d'une chambre dans un complexe aux normes de construction déplorables semblent stupides avec le recul. Mais si ces villes continuent à se développer comme elles l'ont fait, il s'agirait d'un bon investissement. Si l'on tient compte de l'endettement des ménages, qui est principalement concentré sur des actifs improductifs perdant une grande partie de leur valeur marchande, le pays a aujourd'hui un potentiel d'endettement de 360% de son PIB. Et si cela n'était pas déjà assez inquiétant, la situation s'aggrave, en raison de la déflation. Au cours des 3 dernières années sur cette chaîne, nous avons beaucoup parlé de l'inflation pour des raisons évidentes. Je veux donc pas trop me répéter ici, mais pour faire simple, l'inflation est l'augmentation générale du niveau des prix des biens et des services dans une économie, alors que la déflation est le contraire. Mais la question qui se pose alors est de savoir pourquoi les biens et les services deviennent moins chers en Chine, ce qui inquiète tant les économistes. Théoriquement, des produits moins chers devraient être un résultat économique positif, mais cela pose certains problèmes. Tout d'abord, elle peut être le signe de problèmes sous-jacents plus importants. Il ne s'agit pas d'un problème en soi, tout comme un rythme cardiaque rapide n'est pas un problème en soi dans le corps humain. Mais si elle est inexpliquée et dure suffisamment longtemps, elle peut être le signe que quelque chose d'autre va très mal. La déflation survient généralement lorsque les consommateurs ne dépensent plus autant, car les entreprises sont alors obligées de baisser leurs prix
pour essayer d'encourager les consommateurs à faire des achats et pour rivaliser avec d'autres entreprises afin d'attirer les quelques consommateurs qui dépensent encore. La raison pour laquelle les consommateurs dépensent moins est soit qu'ils gagnent moins, soit parce que l'emploi est plus faible, soit parce qu'ils s'inquiètent de l'avenir et essayent d'économiser de l'argent, ce qui est mauvais pour l'économie. La déflation en elle-même, si elle dure assez longtemps, peut également ralentir considérablement la croissance. Une petite inflation peut en fait être une bonne chose pour une économie tant que les salaires suivent l'inflation. Et une petite hausse des salaires nominaux chaque année peut en fait encourager les gens à dépenser ou à investir leur argent, même si leur pouvoir d'achat réel n'a pas vraiment augmenté. La déflation a l'effet inverse. Si l'argent s'achète plus cher chaque année, les entreprises auront plus de mal à accorder des augmentations de salaire. Et, à long terme, elles pourraient même être amenées à réduire les salaires ou à licencier. Même si les revenus des gens sont techniquement plus élevés, il est plus difficile pour les gens de les percevoir de la même manière qu'ils le feraient avec un montant plus élevé sur leur compte en banque chaque mois. D'autres personnes ayant plus d'argent à dépenser ou à investir seront également moins enclins à le faire. Car si l'argent s'achète davantage chaque année, il est logique de s'asseoir sans risque, surtout dans un environnement comme celui de la Chine actuellement où les investissements étaient autrefois considérés comme sûrs, comme des maisons sont littéralement démolies car il n'est plus rentable de les maintenir en place. Si la déflation persiste et que les salaires ne sont pas à baisser en conséquence, les problèmes de la Chine seront encore plus graves, car elle continuera à perdre sa position dominante dans ce secteur au profit d'autres rivaux régionaux. Bien sûr, personne ne peut prédire l'avenir, et surtout pas les économistes, mais rien ne laissait présager que le ralentissement de l'économie se produirait maintenant. Bien sûr, personne ne peut prédire l'avenir, et surtout pas les économistes. Mais rien ne laissait présager que le ralentissement de l'économie se produirait maintenant. À l'échelle globale, la Chine reste au mieux un pays à revenus moyens, et une grande partie de sa population vit encore dans une relative pauvreté. Bien sûr, avec le recul, il y a de nombreuses raisons à ce ralentissement de la croissance, mais nous avons déjà fait plusieurs vidéos sur ces questions et elles méritent vraiment une explication complète. Donc dans l'intérêt de ne pas être redondante, nous avons mis toutes ces vidéos dans une liste de lecture que vous devriez être en mesure de cliquer sur votre écran maintenant si vous êtes intéressé par l'histoire complète. Merci d'avoir regardé. Bye.